La Nouvelle-Calédonie, les carburants, les européennes, trois sujets sur lesquels on va discuter avec Christian Jacob qui va nous donner son point de vue. Christian Jacob qui est le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Christian Jacob, bonjour. Bonjour. Alors, le résultat est tombé hier dans la matinée, Nouvelle-Calédonie, donc non à l'indépendance, mais un non qui est de l'ordre de 57%, un peu moins, alors que, eh bien, on annonçait un score beaucoup plus large. D'abord, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Très forte mobilisation, très grande participation. Plus de 80%. Un résultat qui est net, qui aurait pu effectivement être supérieur, mais bon, vous connaissez le système du corps électoral qui bloque les choses, qui fait que des gens qui vivent très longtemps là-bas. Hein. Depuis tous ceux qui habitent depuis le 1er janvier 1994, c'est-à-dire depuis bientôt 25 ans, 24 ans, ne peuvent pas voter. Et donc, il faudra, je pense, revenir là-dessus. En revanche, il faut maintenant que ce résultat soit le gage de la stabilité. Les Calédoniens se sont exprimés, c'est le oui à la France, et à partir de là, il faut construire ensemble un avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Vous reprochez au gouvernement et au président de la République de ne s'être pas assez engagé? Oui, je crois que le Premier ministre, j'ai eu l'occasion de lui dire, le Premier ministre, il est Premier ministre, il est chef de la majorité, il est une personnalité politique de premier plan. Il n'est pas haut commissaire ni préfet, il n'est pas là pour organiser les élections. Il doit avoir une position, et une position notamment sur la place de la France dans le Pacifique, et même la place de l'Europe aujourd'hui dans le Pacifique, parce que c'est la seule position française. Mais alors justement, fort de ce résultat, qui est moins mauvais que prévu pour eux, les indépendantistes vont dire, bon bah on revote, puisque c'est prévu dans les accords de Matignon. Il y a 2 référendums qui peuvent encore être organisés, à condition qu'ils soient acceptés par tout le monde, en 2020 et en 2022. Vous redoutez pas ces 2 dates? Écoutez, je pense on va rencontrer tous les acteurs de Nouvelle-Calédonie, mais il faut maintenant sortir de cela. On ne peut pas, sous prétexte que le résultat d'un vote ne vous convienne pas, continuer dans cette procédure. C'est prévu dans les accords. Oui, mais on ne peut pas être tous les 18 mois en processus électoral, parce que pendant cette période-là, ce sont les investissements qui sont figés, c'est l'économie qui est bloquée, et je crois que tout le monde attend aujourd'hui que l'économie reparte, et pour que l'économie se relance, eh bien les acteurs économiques ont besoin de stabilité. Et on ne peut pas vivre au rythme d'un référendum tous les 18 mois. Pas très favorable à l'organisation de ces référendums? Non, je pense qu'il faut sortir de cela. Mais c'est possible de le faire? Écoutez, à partir du moment où on est capable de trouver un accord là-dessus... Donc il faut sortir des accords de Matignon? Moi, je pense qu'il faut construire quelque chose de nouveau. Maintenant, on ne peut pas passer par un référendum tous les 18 mois. Je pense que sérieusement, personne n'imagine cela. Ça n'est pas bon pour l'économie, ça n'est pas bon pour la stabilité sociale. Personne ne s'y retrouvera. Les Calédoniens se sont exprimés largement. Plus de 80% de participation. Donc écoutez, c'est un score sans appel. Ils ont beaucoup d'autonomie déjà, puisque les accords de Matignon avaient accordé. Il y a en gros les fonctions régaliennes, simplement, qui sont du ressort de l'État métropolitain. Il faut aller plus loin, il faut leur donner davantage d'autonomie, davantage de liberté d'action. Moi, je pense qu'il faut déjà mettre en application ce qui est possible, ce qui n'est pas mis en application partout. Ensuite, il y a des choses qui sont, sur lesquelles, à mon avis, il faudra accepter de revenir. Je pense, par exemple, sur l'environnement. Vous avez des applications de la loi sur l'environnement qui sont différentes d'une région à l'autre. Donc, il faut regarder sérieusement, avec sérénité, avec le calme qui sied après un scrutin comme celui-là, comment on peut reconstruire, encore une fois, en ayant la volonté de rassembler tout le monde et au sein de la France. Alors certains, vu d'ici d'ailleurs, disent « mais pourquoi on s'embarrasse avec le caillou » comme ils disent. Ça représente encore un intérêt pour la France d'avoir la Nouvelle-Calédonie au milieu du Pacifique? Oui, c'est un intérêt stratégique pour la France, mais c'est un intérêt stratégique pour l'Union européenne. D'ailleurs, vous voyez, toutes les puissances aujourd'hui sont attentives à ce que la France reste bien présente. Elle serait chinoise, la Nouvelle-Calédonie, sur la France? Le risque est clairement posé, oui. Donc il faut vraiment défendre ce territoire? Il faut le défendre. D'accord. Il faut le défendre, et puis il faut penser aux Français qui sont là-bas, qu'ils soient Kanak, qu'ils soient Caldoche, qu'ils soient d'autres origines. Ils sont là, ils sont attachés à la France, ils l'ont manifesté majoritairement, donc il faut respecter ce vote. D'accord. Alors, on change complètement de sujet, la hausse des carburants. Vous appelez à bloquer les routes le 17 novembre? Non, mais je comprends cette manifestation. Moi, je la soutiens. Vous l'avez signé, la pétition, là, qui est
signée par des centaines de milliers de personnes? Non, je ne l'ai pas signée formellement, mais je la soutiens et nous avons mis en alerte les premiers depuis très longtemps. Souvenez-vous, Laurent Wauquiez a été un des premiers responsables politiques à tirer la sonnette d'alarme sur le pouvoir d'achat. On est entré dans une logique de la taxation à tout va. C'est-à-dire que la préoccupation de ce gouvernement, c'est chaque jour d'inventer un impôt nouveau. Là, c'est quand même 2 milliards de prélèvements supplémentaires qui vont être faits à partir du 1er janvier sur les automobilistes. Puisque l'essence va augmenter de 3 centimes et le diesel de 7. Hein. Ouais, voilà, 6,5 et 3. Enfin, et donc, c'est 2 milliards qui vont être prélevés et on nous dit oui, mais c'est pour lutter contre le réchauffement climatique. Vous savez combien est renvoyé aux automobilistes? 200 millions, 10% sur la prime à la conversion. Donc, nous expliquer que c'est pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est se fiche du monde. Ouais. C'est tout simplement parce que ce gouvernement ne réforme pas, eh bien, n'a pas d'autre solution que d'augmenter les impôts. Pourtant, Emmanuel Macron, comme le Premier ministre, disent j'assume. Et disent il faut bien en passer par là pour effectuer la transition énergétique. Mais c'est c'est très révélateur de leur incapacité à faire. C'est-à-dire s'ils étaient capables de réformer et de baisser les dépenses publiques. Je vous rappelle que les dépenses publiques continuent à augmenter au même rythme qu'avec François Hollande. Et donc, pour faire face à ça, eh bien, on continue, comme Hollande le faisait, à augmenter les impôts et à taper à la fois sur les automobilistes, mais aussi sur les retraités, mais aussi sur les familles. C'est-à-dire, ce gouvernement a besoin de boucs émissaires. Donc, on prend une catégorie sociale et on la matraque. Et là, ils ont décidé de matraquer les automobilistes. Est-ce que le gouvernement doit faire un geste vis-à-vis des plus modestes, par exemple? Moi, je crois. De quelle nature, alors? Nous, on avait fait une proposition de loi qui avait été portée par Guillaume Pelletier au nom de notre groupe parlementaire des Républicains sur le bon d'achat, c'est-à-dire comme il y a le ticket repas, le ticket carburant. Oui. Et ce ticket carburant permet, avec une participation, d'amoindrir le coût. Et vous le financez comment, ce ticket carburant? Eh bien, on peut soit le financer, d'une part, par des recettes de l'État, mais on peut aussi imaginer une participation, société d'autoroute ou d'autres. Il faut réfléchir à quel y participent, à quel montant. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette proposition, elle est aujourd'hui sur la table. Il faut un geste qui soit fait en direction de ces automobilistes. Vous savez, les sociétés d'autoroute ont été privatisées de façon un peu déloyale. Oui, moi je relativise davantage. Je reconnais aussi que les autoroutes n'ont jamais été aussi bien entretenues qu'elles le sont aujourd'hui. Donc il faut relativiser les choses. En revanche, ce système du ticket carburant est une aide, une solidarité qui s'exerce aussi en direction de ces Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Vous savez, quand M. Macron explique qu'il préfère taxer les automobilistes plutôt que de taxer le travail, mais il se moque du monde. Je veux dire, c'est une déconnexion totale du terrain. Il ne pense pas à ces millions de Français qui prennent leur voiture pour aller travailler chaque jour. Je veux dire, tout le monde ne vit pas à Paris intramuros ou dans les grandes métropoles. Il y a des gens qui ont besoin de leur voiture, M. Macron, pour aller travailler. Comment on résout cette équation de la transition énergétique sans passer par une fiscalité qui change les comportements? On peut passer par des systèmes d'incitation, ce qui avait été fait d'ailleurs par le développement... De nouvelles niches fiscales, en fait. Non, ça avait été fait avec le développement des énergies renouvelables. Vous vous souvenez de la règle des 3 x 20 qu'on a augmenté, c'est-à-dire diminution de 20% des gaz à effet de serre, 20% de baisse, d'économie d'énergie, et puis 20% de développement des énergies renouvelables. Ouais. Et là, on voit bien, autant il y a des systèmes pompe à fric, disons-le, je pense aux éoliennes, à ce genre de choses, mais on voit aussi qu'avec la biomasse, on a aussi d'autres possibilités aujourd'hui de développer des systèmes de production d'énergie qui soient moins polluants. On est très en retard quand même là-dessus, par rapport aux Allemands par exemple. Oui, alors si on raisonne en énergie décarbonée, non. Parce qu'aujourd'hui l'énergie décarbonée c'est le nucléaire. Et c'est en France qu'on le produit. Bien sûr. Plutôt que de remonter des centrales à charbon comme l'ont fait les Allemands. Moi je préfère de ce point de vue d'être attaché au nucléaire plutôt que d'être dans un système de centrales à charbon. Ségolène Royal hier parlait d'hystérie fiscale en parlant du gouvernement. Vous êtes d'accord avec ça?
je ne sais pas si j'aurais choisi ce mot, mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque jour, il faut se préoccuper d'inventer de nouvelles taxes et continuer. Et ce qui est insupportable, c'est cette volonté de monter les Français les uns contre les autres. C'est-à-dire de chercher des boucs émissaires. Ça a été haro sur les retraités. Ensuite, on a été sur les familles. Quand même, la désindexation des allocations familiales, comme des pensions retraite, c'est là aussi 2 milliards d'euros qui sont prélevés. Ça a été à d'autres moments. Bon, aujourd'hui, les automobilistes, on le voit aussi sur le carburant qui est utilisé sur les chantiers, puisque là aussi, il y avait un avantage fiscal qui est supprimé. D'accord. Alors, les Républicains, les Européennes approchent à grands pas, puisque maintenant c'est dans 7 à 8 mois. Les sondages vous donnent à 14%. Vous n'êtes pas inquiet? Écoutez, ce qui est être en tête dans les sondages, ça nous est arrivé plusieurs fois. Vous savez, au présidentiel, c'est parfois mal fini. Voilà, on nous avait annoncé donc 2 ans avant qu'Alain Juppé serait président de la République. Bon, à l'arrivée, ça n'a pas été vraiment le cas. Donc, soyons prudents avec ça. Ce qui est important, c'est de regarder que depuis sur les 3-4 derniers mois, on a plutôt progressé. Ceci étant, c'est un scrutin qui est compliqué, mais moi, je pense qu'il y a une vraie voie. Et qu'aujourd'hui, entre l'euro-béatitude d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire cette vision très datée, il a une vision, si tant est qu'il en ait une sur l'Europe, qui est totalement datée, qui est datée de ce système fédéraliste qui pouvait s'expliquer dans les années 75, voire 80, mais qui aujourd'hui est totalement dépassé. Donc, entre cette vision et puis celle qui est portée par Mme Le Pen ou par M. Mélenchon, je pense qu'il y a une voie de l'euro-réalisme. Et ça, c'est sur quoi nous travaillons. On travaille aujourd'hui avec l'ensemble des partis de droite et de centre-droit des 27 pays de l'Union européenne. Laurent Wauquiez fait beaucoup de déplacements en ce moment. Je serai demain avec lui, après-demain, pardon, avec lui à Helsinki, rencontrer nos partenaires. Et donc, nous avons l'idée de porter un projet qui rassemblera tous les partis de droite et de centre-droit. Est-ce que Laurent Wauquiez est assez présent pour porter ce discours? À votre place, il n'y a pas très longtemps, Bruno Retailleau dit « Je me pose beaucoup de questions, je trouve qu'il n'est pas assez présent ». Écoutez, il fait aujourd'hui beaucoup de déplacements à l'international. Il était en Grèce la semaine dernière, il est à Helsinki cette semaine. Je crois qu'il a un déplacement de prévu en Espagne dans les jours qui viennent. Ce qui compte, vous voyez, c'est d'être capable de présenter aux Français un projet en leur disant au mois de mai, si vous votez pour nous, voilà ce que nous sommes capables de mettre en application. Je pense en matière de contrôle des migrations, également de la préférence européenne qui est très importante sur le pouvoir d'achat, de la lutte contre le terrorisme, parce que nous serons mis d'accord à 27. Alors que si vous élisez demain des députés En Marche, ces députés ne serviront strictement à rien. Puisqu'il n'y a pas de majorité, ils vont siéger avec qui? Avec personne. Oui. Personne n'imagine aujourd'hui qu'il y aura des En Marche, des partis En Marche dans les 27 pays de l'Union européenne. Optimiste et vous pensez que le PPE va pouvoir garder Moi, je pense qu'il y a une vraie, parti européen. Il y a une vraie voie de passage et que le PPE sera le premier parti. Quelle tête de liste pour vous? Eh bien, écoutez, ça, on n'en est pas là. C'est une décision que nous prendrons, je pense, fin janvier. Enfin, au courant fin janvier, on connaîtra la tête de liste. Au courant du mois de janvier, tout à fait. Une femme, un homme? Écoutez, 50-50, on verra. D'accord. C'est le mois de janvier. On est avec Christian Jacob, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, et on continue avec Jean-Baptiste Semerjian. Bonjour. Bonjour Yves, bonjour. Bonjour. Jacob. Siggy vous demande, est-il vrai que François Baroin et Christian Jacob sont les visiteurs les plus assidus de Nicolas Sarkozy? Je ne sais pas si on est les plus assidus. Oui, on y va, on le voit régulièrement. D'accord. Autre réaction, selon José, les Républicains se rapprochent du parti de Marine Le Pen, donc le Rassemblement National. Est-ce que vous observez cela, vous aussi, une droitisation? Non. C'est un raisonnement qui est totalement faux. On voit bien ce que veut porter M. Macron, c'est Macron ou le chaos. Et donc, personne ne peut exister au-delà de ça. Moi, je crois qu'il y a une voie qui est la nôtre. Et donc, nous portons les idées qui sont les nôtres. Nous sommes les plus proches des Français. Et nous nous rapprochons d'eux. Et ce débat qui aujourd'hui est en train de monter sur le pouvoir d'achat, c'est bien les Républicains qui l'ont porté. Donc, peu importe que les gens soient de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs, ce qui compte, c'est que les Républicains correspondent aux attentes des Français. Et je pense que nous sommes en train de revenir sur le devant de la scène. Une réaction de terrain. Et maintenant, on inflige un uniforme aux gamins de Provins, regrette Mamie. Vous avez été maire, vous, de Provins. Oui, bien sûr. Comment vous réagissez, ça? C'est une critique plutôt? Très positive. Moi, je pense que c'est très important. D'abord parce que c'est une économie pour les parents.
C'est 137 euros. Oui, bah c'est ça. Et autrement, vous prise en charge par la municipalité, autrement, vous habillez vos enfants lorsqu'ils vont à l'école tous les jours. Donc là, il y a une prise en charge. C'est un système qui valorise à la fois l'équité, le respect des uns et des autres. Cette initiative qui a été prise par Olivier Lavinca, mon successeur, je la soutiens totalement. C'est une belle initiative républicaine et je regrette que le ministre de l'Éducation nationale se soit mis aux abonnés absents sur ce sujet. On aurait aimé l'entendre. Mais comme d'habitude, M. Blanquer est parti vite aux abris. Surtout qu'on n'a pas le droit de rendre obligatoire l'uniforme. Hein. Non, on ne peut pas. Et c'est pour ça... Contrairement à ce qu'on pense. Ouais, voilà. Il y a eu un vote très majoritaire des parents, mais à l'arrivée, vous ne pouvez pas le rendre obligatoire. Et c'est pour ça que j'aurais aimé que le ministre de l'Éducation nationale ne se planque pas et, voilà, et assume un peu sur le sujet. Jackie, rappelle que vous êtes agriculteur et cousin, un autre internaute, se demande comment vous faites pour être député et agriculteur. Non, je ne suis plus agriculteur depuis longtemps. Je l'ai été, mais j'ai cédé mon exploitation en 2002. Et vous faisiez quelle agriculture ? Des vaches laitières. J'avais 80 vaches laitières sur une exploitation qui faisait 100 hectares en tout, dont plus de la moitié consacrée à l'alimentation des animaux. Une dernière réaction, Casarella regrette que vous ne soyez pas sur Twitter. C'est vrai, vous n'êtes pas sur Twitter. Non, je suis... Alors, il y a une raison. Écoutez, on n'est pas obligé d'être sur non, Twitter. Non. Et je pense qu'on peut très bien vivre sans. Et voilà. Vous vous en méfiez de ces réseaux sociaux ? Oui, je m'en méfie. Je m'en méfie beaucoup. J'aime bien le... Vous savez, je suis sans doute un peu à l'ancienne, mais j'aime bien le contact direct. Et je suis très prudent parce qu'on est finalement dans un monde qui passe aussi beaucoup de temps à se regarder le nombril. Ouais. Et quand vous voyez le président de la République qui, lui, a un accro de Twitter, vous vous dites, est-ce que c'est le rôle d'un président de la République de communiquer comme ça ? Écoutez, c'est la façon d'être qui est la sienne. Moi, je crois que je pense que c'est dangereux. Je pense que ça mérite de prendre un peu de temps et prendre du temps à la réflexion. Ça n'est jamais du temps de perdu. Donc, par ailleurs, bon, je comprends. Vous savez, ça doit être 95%, 98% des députés, des parlementaires qui sont sur Twitter. Je fais partie des 2 ou 3% qui assument de ne pas l'être. Voilà. Christian Jacob, vous savez pourquoi il n'est pas sur Twitter. Mais il nous a répondu à beaucoup d'autres questions. Merci, Christian Jacob. Merci à vous. Merci à vous autres internautes qui nous avez posé des questions via Jean-Baptiste Semerjian. Et à demain pour de nouvelles aventures.